Chers amis téléspectateurs, avant de commencer ma chronique sur l'Allemagne, je voudrais simplement vous dire que dans le cadre de cette épouvantable affaire Lola, vous avez posté des milliers de commentaires où vous employez des mots concernant les membres du gouvernement qui sont des mots parfaitement justifiés. Tout cela, de la part des membres du gouvernement, est insupportable, immonde, ignoble. Et véritablement, vous avez exprimé une véritable rage par rapport à cette épouvantable affaire. Et je tiens simplement à vous dire que je partage complètement votre point de vue, que tout cela est effectivement immonde et ignoble, et il n'y a plus qu'à ne pas oublier la petite Lola. Je commence maintenant ma chronique sur l'Allemagne. Les Allemands, de longue date, sont fascinés par le monde musulman en général et par l'islam en particulier. Rappelons-nous simplement qu'ils furent les alliés de la Turquie musulmane pendant la Première Guerre mondiale et assistèrent de la sorte sans broncher à l'épouvantable génocide arménien par leurs alliés turcs, génocide qui causa la mort dans des conditions atroces de plus d'1,5 million d'Arméniens. Mais il faut dire que les Arméniens étaient chrétiens alors que les Turcs étaient musulmans. Ceci pouvait donc expliquer cela. Rappelons également que les musulmans de Palestine, à la tête desquels se plaçait le grand mufti de Jérusalem, étaient de grands admirateurs d'Adolphe le Moustachu, lui-même très admiratif de l'action des musulmans de Palestine. Décidément, les Allemands ont fait les yeux doux aux musulmans pendant les 2 premières guerres mondiales. Il n'est donc pas étonnant que les Allemands n'aient pas levé le petit doigt pour protéger la nation arménienne lors de l'attaque sauvage et sanglante déclenchée en 2020 par l'Azerbaïdjan et la Turquie contre la petite Arménie, se traduisant par des milliers de morts, des massacres de populations civiles et un traitement inhumain des prisonniers. Il faut dire que cette agression contre un pays profondément chrétien était organisée par la toute-puissante Turquie musulmane, grande alliée historique de l'Allemagne, grande pourvoyeuse de main-d'œuvre turque en Allemagne et grande organisatrice de l'islamisation de l'Allemagne. Islamisation qui se fait à vitesse accélérée puisque 40% des femmes allemandes de souche en âge de procréer ne veulent aucun enfant, quand les populations immigrées d'origine musulmane en ont souvent 4 ou 5. Il est donc logique que la très soumise Allemagne à l'expansion islamique en Europe autorise désormais l'immense mosquée de Cologne à déverser sur la ville les imprécations islamiques qui arrosent méthodiquement toute ville musulmane dans le monde entier. Les habitants de la grande ville de Cologne vont donc avoir la joie intense et le bonheur suprême d'être soumis à de telles imprécations. Si tel ou tel Allemand refuse cette soumission, il lui suffit de mettre des boules qui yes. Avouons que ce n'est pas très compliqué. Imaginons un instant que l'évêque de Cologne, depuis sa magnifique cathédrale toute proche de la mosquée, décide d'arroser la ville de Cologne par un angélus de 3 minutes chanté par une magnifique chorale. Il serait instantanément emprisonné et sa cathédrale serait peut-être fermée. Les élites allemandes l'ont décidé, l'Allemagne sera bientôt islamique ou ne sera pas. Décidément, les Allemands, dont Madame Leyen est très représentative, nous posent juste problème quelque part, je veux dire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ainsi donc, Louis Alliot, membre éminent du Rassemblement national et par ailleurs maire de cette bonne ville de Perpignan, vient de provoquer un petit tremblement de terre par une déclaration tonitruante sur le grand remplacement qui, pour faire court, serait connoté et ne correspondrait pas à la réalité. Or, Louis Alliot est membre éminent du Rassemblement national et candidat à la présidence de ce parti.
Là, j'ai eu beau avoir cherché à comprendre, j'avoue avoir calé, et j'ai donc appelé ma tante Gertrude, ma fascinante conseillère politique, et elle n'y est pas allée par 4 chemins comme d'habitude. Mon petit gars, il est fou ou quoi ton Louis Alliot? Est-ce qu'il se pique aux épinards grillés ou est-ce que ce sont les senteurs du Sud qui lui montent à la tête? C'est peut-être plutôt ça, car Robert Ménard a le même problème. Depuis qu'il est installé à Béziers, il dit absolument n'importe quoi. Je reviens à ton Louis Alliot. Le grand remplacement, il suffit de l'analyser de 2 façons. Que pensent les Français de souche qui le subissent et que pensent les dirigeants des populations immigrées qui l'organisent? Commençons par les Français de souche. Pour eux, majoritairement, le grand remplacement est en cours. Pour la droite, il est en cours de façon très majoritaire. Et pour la droite souverainiste, il est en cours de façon presque unanime. Donc de ce côté-là, le grand remplacement est une certitude. Pas de souci, comme le dit ma boulangère, à chaque fois que je lui demande une baguette de pain, ce à quoi je lui réponds à chaque fois que lui demander une baguette de pain n'est pas pour moi un souci. Passons maintenant de l'autre côté de la barrière. Que disent les dirigeants des populations immigrées qui organisent le grand remplacement? Eh bien oui, il faut quand même que ton Louis Alliot se renseigne un peu. J'espère qu'il a Internet à Perpignan. Eh bien, ceux qui patronnent cet immense mouvement de population africaine ou moyen-orientale, et notamment les leaders du monde musulman, le disent du matin au soir, du soir au matin, et 8 jours sur 7. Dans quelques dizaines d'années, les populations européennes de souche auront été remplacées. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas TV Liberté qui le dit, ce sont les plus grands leaders du monde musulman notamment, qui ont déjà fait sur ce sujet 27 milliards 352 millions de déclarations. Je ne vais en citer qu'une. Mais il faudrait que ton Louis Alliot la prenne par cœur. C'est une déclaration de Boumedienne, islamiste intégriste, président de l'Algérie, qui avait déclaré en 1974 à l'ONU, et donc à la face du monde tout entier, « Par le ventre de nos femmes et par voie démocratique, nous vous dominerons ». Cette déclaration, c'était il y a presque 50 ans. Alors ton Louis Alliot, il peut aller se rhabiller. Le grand remplacement, en fait, il est déjà presque fait, puisque 40% des naissances en France proviennent désormais de populations immigrées. La tata avait l'air furax, et elle a raccroché si violemment que son téléphone a dû déguster. Ce qui est bien avec tante Gertrude, c'est qu'elle dit toujours les choses comme elles sont, que Louis Alliot et autres Robert Ménard en prennent de la graine et aillent se rhabiller. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour les élites progressistes du monde entier en général et du monde occidental en particulier, les démocrates américains font sortir le monde de la nuit pour le conduire vers la lumière, pour paraphraser notre grand Jack Lang au moment de l'élection de Mitterrand, avant que notre grand Jack Lang file sans doute en Afrique pour se livrer à de fines parties fort peu recommandables. Ainsi, les démocrates américains seraient le phare guidant l'humanité, le repère sur lequel toute personne sensée devrait s'appuyer. Le Parti démocrate prône les valeurs essentielles de la paix, de la concorde entre les peuples, de la priorité donnée à l'immigré, de la repentance envers les personnes de couleur noire si malmenées, de la libération de l'individu, de la liberté sous tous ses aspects, etc., etc., etc. Mais voilà qu'à quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, un gros caillou vient de faire grincer la machine déjà grinçante du Parti démocrate. En l'occurrence, ce gros caillou a la forme d'une femme, dénommée Madame Gabbard, membre important du Parti démocrate, qui vient de claquer la porte du parti avec pertes et fracas. De quoi qu'elle cause des fois, cette belle jeune femme, au sujet du Parti démocrate américain? Disons-le clairement, elle n'y va pas par le dos de la cuillère, mais plutôt à la Kalachnikov de Grigny-la-Grande-Borne. Elle déclare purement et simplement que ce parti est extrêmement dangereux, promeut une idéologie résolument déconstructrice, pousse comme jamais à une guerre avec la Russie qui pourrait se transformer en conflit nucléaire, pointe du doigt le côté dictatorial de ce parti qui est devenu un repère de bandits.
En gros, comme en maigre, ce qu'elle dit pourrait tout simplement être dit par un certain Donald, le Donald Trump qui n'a cessé de dire haut et fort tout cela depuis des années. Cela dit, la Miss n'envisage pas, du moins pour le moment, de rejoindre les Républicains. Elle propose simplement aux démocrates sincères de se joindre à elle pour créer une nouvelle formation, ce qui est assez intéressant, car cela pourrait vider le Parti démocrate de ses meilleurs éléments et laisser ce parti à la dérive aux mains d'un carteron de politicards à la retraite du genre Joe Biden, Hillary Clinton ou Nancy Pelosi, qui ne représenteraient plus qu'eux-mêmes, c'est-à-dire le néant absolu, mais un néant aujourd'hui encore passablement dangereux. Nous ne pouvons que souhaiter un bel avenir politique à cette belle jeune femme politique que je vois personnellement très bien s'accorder assez rapidement avec un certain Donald. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pourrait-on voir le Premier ministre de la France, accompagné de 16 ministres et d'une ribambelle de collaborateurs, se rendre en Italie pour une visite fructueuse de travail avec Giorgia Meloni, nouvelle dirigeante de ce pays ? Verrait-on le Premier ministre de la France, accompagné de 16 ministres et d'une ribambelle de collaborateurs, se rendre en Espagne pour une visite fructueuse de travail avec les autorités espagnoles ? Alors que ces deux pays sont frontaliers de la France, il ne viendrait à personne au sein du gouvernement français d'avoir simplement l'idée d'entreprendre un tel voyage. Voyage, notons-le, particulièrement coûteux pour les finances publiques. Et pourtant, il y aurait tant à faire avec ces deux pays voisins. Alors, question pour un champion. Quel serait le pays idéal pour recevoir le Premier ministre de la France, accompagné de 16 ministres et une ribambelle de collaborateurs, tout cela pour un coût considérable pour le budget de l'État? Alors, on sèche ? Eh bien, ce pays est l'Algérie, bien sûr. L'Espagne et l'Italie, rien à cirer, comme dirait Édith Cresson si elle était encore Premier ministre. Mais en revanche, l'Algérie, tout à cirer, et que je te cire les pompes des gouvernants qui reçoivent avec condescendance les gouvernants français. Eh bien, Perlimpinpin, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques jours quand Madame le Premier ministre de la France est allée à Alger avec 16 ministres et une ribambelle de collaborateurs pour cirer les pompes des dirigeants algériens, pour se prosterner devant les dirigeants algériens et pour répondre aux souhaits, ou plutôt au diktat des dirigeants algériens de laisser le plus possible de libre circulation entre l'Algérie et la France. Eh bien oui, pardi. Tout cela a un nom très simple, celui de la soumission totale, définitive, complète de notre cher vieux pays aux dirigeants de notre ancienne colonie, que nous avons eu le tort d'enrichir de façon considérable pendant la colonisation, ce qui est pour les dirigeants algériens un péché capital. Car, disons-le clairement, depuis la décolonisation, l'Algérie s'est littéralement effondrée. La meilleure façon d'exister pour notre ancienne colonie est d'investir à grande échelle la France pour la coloniser d'une certaine façon. Et coup de chance pour les Algériens, les Français acceptent parfaitement cette politique algérienne et mettent en place tous les dispositifs possibles pour l'accélérer. Donc, n'ayons pas peur des mots. Pour l'Algérie, la France est en passe de devenir la France algérienne. Si nous regardons objectivement le passé, nous pouvons considérer que l'émergence de l'Algérie française fut tout à l'honneur de la France. Question à 3 €, est-il sûr que l'émergence d'une France algérienne soit tout à l'honneur de l'Algérie? Dans l'état actuel du dossier, l'on peut en douter. Je vous souhaite une très bonne soirée.
C'est beau comme une histoire belge, et même encore plus, car je pense que même nos chers amis belges n'auraient jamais pu inventer une telle histoire. Car cette histoire est au-delà de l'abracadabrantesque. Je vous la raconte donc, chers amis téléspectateurs, mais je vous conseille de préparer tout de suite une tonne de Kleenex, car vous allez en pleurer de rire toutes les larmes de votre corps et tremper tous vos beaux habits, ce qui serait tristounet. Voici donc l'histoire. La France, ce beau pays de France, avait, depuis l'après-guerre, organisé son économie de telle façon que le mot pénurie était un mot définitivement oublié. Grosso modo, chacun, entreprise ou particulier, pouvait trouver chaussure à son pied. Tout ce que l'on pouvait acheter était achetable à un prix généralement convenable. Mais voilà que surgissent dans le paysage politique les écolos-bobos à la sauce macronienne, et le mot-clé employé par ce sinistre personnage est le mot « interdiction ». Il est désormais interdit de produire de l'électricité pas chère, exit le nucléaire. Il est désormais interdit de produire des aliments pas chers, exit l'agriculture intensive. Il est désormais interdit de se chauffer au fioul, exit la vente de chaudières au fioul. Il est désormais interdit de produire certains produits, exit notre industrie, et vive les importations, et j'en passe. D'interdiction en interdiction, tous les rouages économiques se sont peu à peu détériorés. Et comme cela s'est très souvent produit dans l'histoire, il arrive un moment où tout se déglingue d'un seul coup. Nous en sommes là aujourd'hui, et le maître mot à la mode. Le mot chic et choc. À sortir à nos amis pour faire bien, c'est désormais le mot pénurie. Et c'est là qu'intervient notre histoire comique que même nos amis belges n'auraient jamais pu entrevoir. Nous sommes désormais en France dans une position de pénurie énergétique, ce qui va notamment se traduire, dixit Macronor Crétinor, par des coupures d'électricité. Eh bien, dans ces conditions, il était tout à fait logique, normal, évident de commencer à livrer notre gaz à l'Allemagne. Ce pays qui a considérablement participé à la destruction de notre système électrique fondé sur le nucléaire pour des raisons stupidement écologiques, qui a considérablement participé au développement du dramatique éolien dans notre beau pays pour des raisons bassement financières, qui nous pollue grave quelque part, je veux dire des fois, en faisant fonctionner à plein régime ces usines au charbon qui datent de la préhistoire et nous pollue à plein régime, eh bien cette Allemagne qui nous saoule grave, je veux dire des fois, bénéficie avec gourmandise de nos livraisons de gaz, alors que nous sommes en pénurie. Et cerise sur le réchaud, ce gaz que nous livrons, nous l'achetons aux Américains. Je m'adresse à nos amis belges. Avouez que vous n'y auriez jamais pensé. Je vous souhaite une très bonne soirée.